une minorité elle a retourné vivre au Maroc. Donc, le 2 tiers sont des hommes, le 1 tiers, c'est des femmes, maintenant. Ces retraités, leurs caractéristiques sociodémographiques, la plupart, ils sont mariés. Il y a des femmes veuves qui représentent 10% des personnes âgées. Et il y a des personnes célibataires, mais peu qui ne se sont jamais mariées. Ces personnes âgées, ils sont arrivés à l'âge de la retraite. L'âge de la retraite, où ils l'ont atteint au Maroc, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé quelques années en France ou aux Pays-Bas ou en Italie, tout ça, ils sont revenus s'installer avant l'âge de la retraite. Ils arrivent à l'âge de la retraite, ils ont des droits qui sont ouverts et qu'ils peuvent demander. Il y a des gens qui ont travaillé jusqu'à l'âge de la retraite, ils sont restés là-bas. Puis il y a des gens qui ont arrivé à l'âge de la retraite, qui sont rentrés au Maroc. Mais aussi il y a 3 autres groupes. Les groupes qui sont dans un état où le Maroc a une convention de sécurité sociale. Et il a un système de retraite. Les groupes où le Maroc n'a pas de convention sociale, mais ils ont un système de retraite. Par exemple, je donne un exemple par hasard, l'Italie. L'Italie, les Marocains d'Italie, le Maroc, il n'a pas une convention de sécurité sociale. Donc la question de la vieillesse, elle va se poser différemment par rapport à ceux des Pays-Bas, de Belgique, de France ou d'Allemagne. Mais il y a des pays où il n'y a pas de système de retraite et il n'y a pas de convention. C'est les pays arabes, par exemple. Les Marocains, tout ça qui travaillent dans les pays arabes, quand ils retournent au Maroc, ils n'ont rien. Le problème que le système de sécurité, sécurité au Maroc, il n'est pas ouvert sur les Marocains de l'étranger. Pourquoi la CNSS, elle n'ouvre pas l'adhésion aux Marocains qui résident dans les pays arabes? Ils vont cotiser, s'ils travaillent, ils retournent, ils ont une retraite au Maroc. Donc, c'est des Marocains. Le système tunisien, il est ouvert. Les Tunisiens, ils permettent à leurs nationaux qui résident à l'étranger, l'Égypte aussi. Les Tunisiens de l'étranger, ils peuvent adhérer au système de sécurité sociale à la retraite tunisienne. S'ils rentrent dans le pays, ils ont une retraite. L'Égypte, la même chose. Le Maroc, il exclut les Marocains de l'étranger d'adhérer à la sécurité sociale. Et moi, je pense, pour garantir un revenu, pour garantir un revenu prochain à ces gens, il faut ouvrir le système de sécurité sociale. Donc, actuellement au Maroc, il y a à peu près 120 000 personnes qui ont des retraites des pays étrangers. Ils ont travaillé en Europe ou en France, en Belgique, tout ça, et ils ont des retraites. La question que leur retraite, elle est faible, parce que la retraite, elle comprend 3 dimensions, ce qu'on appelle la dimension retraite de base, retraite complémentaire, et ce qu'on appelle actuellement en France, aux Pays-Bas, le minimum vieillesse. Minimum vieillesse, c'est un revenu social minimum que toute personne âgée a le droit. Mais pour avoir ce minimum social, il faut résider dans le pays où tu es, parce que c'est inerte, ce n'est pas une cotisation. Donc, pour les personnes âgées marocaines, je pense que le problème, ils ne connaissent pas leurs droits au Maroc. Surtout les femmes. Quand le mari il va décéder, ce qu'on appelle les retraites de réversion, ils ne sont pas versés. Moi j'ai fait une formation pour les gens de Messessus Dra, presque 20% à 30%, ils ne demandent pas de retraite. Ils ont travaillé en France, ils sont retournés, ils ont des commerces, tout ça, ils arrivent à l'âge de la retraite, ils ne demandent rien. Donc il fallait les informer
il fallait ouvrir des bureaux pour les recevoir, pour les informer, pour les aider pour remplir les documents et pour qu'ils demandent leur retraite. Il y a les femmes, un homme qui est marié à 2 ou 3 femmes, le problème de la polygamie au Maroc, comment répartir la retraite. Par exemple, le système espagnol, il ne permet pas. En France, on le partage selon les années de mariage. La première, elle a plus que... C'est-à-dire la première, ça dépend des années. Moi, je sais calculer, mais je ne veux pas vous embêter avec les calculs. Non, mais absolument. Parce que les calculs, c'est difficile. Je suis marié, quand est-ce qu'elle s'est mariée, quand est-ce que lui il était en France, combien d'années, tout ça. Le problème qui se pose en cause, c'est celui des années des femmes. Les femmes, ils n'ont pas travaillé. Ils ont droit, mais ils ont droit uniquement à la pension de réversion. Ou de réversion. Mais une femme qui n'a pas travaillé, parce que la retraite, elle est basée sur 3 choses, ce qu'on appelle le travail, ce que tu cotises, complémentaire, tu fais par exemple, moi je sais que j'ai vieilli, toi tu vas aussi vieillir, tout le monde va vieillir. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mon vieillissement? Je peux faire ce qu'on appelle assurance vie, épargne vie, tout ça, et je pars moi cet argent. Donc le système chez nous, les femmes, et ça je l'ai calculé sur les Pays-Bas, ils ont peu d'années de travail. Et s'ils n'ont pas d'années de travail, ils n'ont pas cotisé. Dès qu'il arrive à 65 ans, 67 maintenant, mais je dis 67, parce qu'on parle du cas de la France, on ne paie plus la pension de réversion, on leur paie leur pension à eux. Donc ils ne touchent plus la pension de réversion, ils touchent la pension à eux. Donc, moi je pense que je vais terminer que la question de la vieillesse, c'est une question qui se pose au Maroc. Comment prendre en charge les personnes âgées. Deuxième chose, comment le Maroc peut ouvrir un système de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent, les Marocains du monde, pour qu'ils, s'ils rentrent, ils ont une retraite ici au Maroc. Et je termine par là, ouvrir des bureaux dans toutes les régions du Maroc. Moi, je pense qu'il faut ouvrir des bureaux d'accueil, d'orientation, d'information et d'orientation. Et merci. Ben oui, hein, tout le monde s'est trompé. On croyait que ces migrants vont venir et revenir un jour. Même le Maroc n'a jamais eu une stratégie qui est vraiment globale et qui peut répondre à cette typologie de problèmes liés à ce qu'on appelle la protection sociale. Donc là-bas, on attendait qu'ils vont partir. Et ici, on attend qu'ils vont revenir. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on parle d'autre chose. On parle que ces Marocains du monde, ils sont naturalisés. Ils vivent dans ce qu'on appelle une double allégeance. Aussi, ces migrants sont aussi acteurs associatifs, politiques, journalistes, femmes et hommes d'affaires, sportifs, écrivains, musiciens et ce qu'on appelle des artistiques aussi, des artistiques, on dit, c'est ça? Des artistes. C'est la fatigue. Des artistes aussi. C'est-à-dire que le Maroc doit, c'est notre rôle aussi, de créer et de faire des études de recherche et de penser à pousser ce qu'on appelle la politique et les politiques publiques au Maroc, de revoir ces problèmes de ces migrants, que ce soit marocains, ici ou ailleurs, dans la problématique que venait Abdef d'exposer et qu'on les appelle là-bas, les Chibani. On les appelle aussi les navets, parce qu'ils font beaucoup de navettes et qui ne sont ni ici ni ailleurs.
que malheureusement en France, c'est une catégorie sociaux, voilà, et c'est des cas, on peut même parler des cas sociaux, qui ne peuvent pas rentrer, et que moi, je les appelle les réfugiés de la migration. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans des foyers qui n'existent nulle part, comme en France par exemple. C'est des foyers là où ils vivent célibataires, ils sont seuls, entre hommes, depuis 40 ans. Ben, ils sont âgés de 70, 80 ans et plus même. Ils ne rentrent qu'une fois par an au Maroc. Pourquoi ils ne veulent pas rentrer, comme il vient de dire Abdel? Parce que s'ils restent là-bas, ils vont toucher le minimum de vieillesse, comme tout Français ou Espagnol ou Italien établi en France. Et comme ça, il dit, je touche 600 €, si je rentre au Maroc, je ne peux toucher que la somme que j'ai cotisée. Et puisqu'ils ne savaient ni lire ni écrire, et puisqu'ils ont travaillé même au noir, et puisqu'ils ont travaillé aussi dans des conditions, dans des entreprises qui n'étaient pas déclarées, ou bien qui n'étaient pas informatisées, donc ils ont perdu leurs papiers, ils n'ont aucune preuve qui preuve leur existence en France depuis les années 60 ou 40. C'est un casse-tête de faire un dépouillement de papiers et de construire son dossier de retraite. Parce que, aussi, l'État français, c'est un État bureaucratique qui ne juge qu'à partir des papiers, qui ne juge qu'à partir des preuves. Et comme ces gens-là, ils pensaient un jour qu'ils vont revenir au bled, donc ce rêve de revenir, donc est suspendu. Maintenant, ils pensent quoi? Ils pensent à la mort. C'est aussi, il y a une autre typologie de recherche, de sociologie, qui s'intéresse à la mort, au destin. Où je vais m'enterrer? Est-ce que ou bien, voilà, je veux mourir et être enterré après, c'est une autre affaire. Je ne vais pas vous faire peur. Hein? Allez, donc avant de prendre un bon café et du thé et des gâteaux, je vous donne la parole. Ok? C'est bon? Vous êtes prêts? Tiens. غادي نعطيك يا جميل نعطي لي نيميرو باسكو الاسماء ما كنعطيهاش عليهم. Numéro 1. Numéro 2, c'est comme les immigrés d'autrefois, ils étaient là, ils portaient son numéro sur le dos après l'examen médical. 1, 2, 3, 4. Ben, je commence par les 4. 5, 6. Ah, tiens, 6. Voilà, tiens, numéro 1. En bref, questions ou suggestions ou interactions. Omar. Bonsoir tout le monde. Viens ici, viens. C'est bon? Oui, ça marche. Bonsoir tout le monde. Je tiens premièrement à féliciter tous les intervenants, tous les intervenants. Je tiens à remercier et à féliciter mes chers collègues parce qu'ils ont fait un très bon travail. Et ils nous ont montré le chemin, comment le faire. Je tiens à vous remercier et très, très fort. Premièrement, on a parlé de questions d'intégration. La question d'intégration des subsahariens au Maroc, elle est un peu conflictuelle parce qu'elle pose plusieurs questions en même temps. C'est un champ où on doit investir beaucoup de travail et beaucoup de recherches scientifiques, surtout sociologiques. Parce que le problème relève d'une problématique sociologique vraie. Et donc, le problème est culturel et sociologique qu'on doit chercher. Premièrement, le premier problème que je vois, c'est comment les Marocains aperçoivent les subsahariens. Parce que moi aussi, j'ai habité avec eux pendant
7 ou 8 mois, j'ai vu comment ils vivent, comment les gens les traitent, comment les Marocains aussi, comment ils le voient. Parce que les Marocains le voient comme des salles, ça entre parenthèses, comme des salles, comme des gens qui ne savent pas faire leur bain, qui sont malades, qu'ils ont des maladies, qu'ils sont atteints par des maladies, et surtout le VIH. Donc, cette vision des Marocains au subsahariens, c'est un problème culturel qu'on doit traiter. C'est un problème de presse, c'est un problème de médias, c'est un problème de tout le monde, des associations, de la sensibilisation. On doit sensibiliser les gens parce qu'ils prennent une vision, entre parenthèses, très mauvaise sur les subsahariens. Aussi, c'est un problème de subsahariens eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas intégrer la société. Parce que je tiens à éclairer cet point. Si Abdelmalek Sayad parle de 2 dimensions, on a ici 3 dimensions. Ici, le subsaharien, il n'est ni dans son pays d'origine, ni dans le pays d'accueil où ils veulent arriver. C'est un pays de transit où il est coincé. Ils ne peuvent pas dépasser les frontières de Maroc. Donc, leur vision eux-mêmes au Maroc, comment ils aperçoivent le Maroc eux-mêmes, c'est une double vision qu'on doit interroger la population marocaine et on doit interroger les subsahariens pour avoir cette vision globale. Si on interroge les subsahariens, ils disent que non, on est juste de passage. On ne veut pas rester sur le Maroc. S'ils parlent le marocain, même si entre eux il y a des gens qui parlent le marocain, ils parlent le dialecte marocain. Mais ce dialecte marocain, c'est juste parce qu'ils ont resté ici durant des années, parce qu'ils mendiaient, parce qu'ils veulent avoir l'accès au logement, parce qu'ils veulent avoir l'accès aux biens, entre tous les biens. Ici au Maroc, c'est une problématique qui est un peu liée à ces 2 dimensions qu'on doit interroger. Et on doit aussi interroger le terme d'intégration. Qu'est-ce que tu veux intégrer? Et comment le faire? C'est ça, c'est un problème un peu complexe. Et merci. Merci Omar. Je passe. Omar, c'est un de nos étudiants au M1, Master Anthropologie et Changement Social. Bon, Soumaya. Merci. Donc je commence par remercier nos intervenantes et intervenants de l'après-midi. Donc j'aurais une petite question à Madame Hasna. En fait, les reportages étaient stimulants et tout ça, donc, mais on reste sur notre fin par rapport au pourquoi. En fait, pourquoi cette hostilité ou autre, et pourquoi à Tanger, alors qu'à Médès, notre doctorant, voilà, vient de nous dire qu'à Médès, on a tendance à être plus accueillant vis-à-vis des immigrés, tout ça. Par rapport nos futurs doctorants, donc je ne peux que vous encourager, donc vous féliciter pour ce travail assez sérieux et tout ça, assez bien construit. Donc, à Zakia, je demande, en fait, en vous écoutant, donc, votre analyse m'a renvoyé à l'analyse du mode d'organisation tribale. Donc, ces gens de nationalités différentes, donc de milieux d'appartenance différents, qui se retrouvent dans un même espace social, comment ils s'organisent avec des chefs qui sont modérateurs, pacificateurs de conflit, tout ça, voilà. Est-ce qu'on pourrait donc faire un certain parallèle entre ce mode d'organisation et dans le canton et l'organisation tribale? Pour Sofiane, j'aurais juste une remarque. En fait, je salue donc l'approche par l'immersion de terrain, la maîtrise de la méthode participative. Voilà, donc il faut creuser davantage. Je vous encourage. Merci à notre cher docteur Soumeya, qui vient, je rappelle, de la Tunisie. Troisième, numéro 3. Une autre fois, un grand merci pour les intervenants de l'après-midi.
Donc, j'ai une petite interaction concernant la première intervention de Mme Samiti, et mettant sous la loupe la question du racisme et sa relation inhérente avec le contexte migratoire. Donc, pour les événements de la violence qu'a connu le quartier de Khalif en 2014, ce sont presque les mêmes événements qu'a connu la ville d'Elejido en Espagne en 8 février 2000. Donc, mais cette fois-ci, ce sont les Marocains qui ont été victimes de la violence par les Espagnols. Donc, sous cette optique, on peut déduire que la relation dominante, c'est elle qui règle les rapports sociaux entre les immigrants et les membres de la société d'accueil, et aussi les moteurs d'apparition de ce phénomène du racisme. Donc, j'ai une petite question, Madame Isma, dans ce climat de massacre et de violence. Donc, est-ce que vous n'avez pas eu la crainte de la réaction violente des immigrants, d'être agressés, et quel est le type de rapport établi toujours avec ces immigrants? Et merci. C'est très bien. Ah, tu te souviens toujours du travail qu'on t'a forcé de faire sur l'intifada d'Al-Ejido. Ok? Bien. Hein? Ben, c'est très bien. Merci. Numéro 4. Ah bien, quand même, on sert à quelque chose à Nadia. Hein? Bien. Numéro 4. Je voudrais tout d'abord vous remercier. Permettez-moi. Vous avez parlé bien évidemment sur la situation choquante de l'immigrant, en mettant l'accent sur plusieurs niveaux, à savoir économique, sociologique, etc. Pour animer une certaine, comment dirais-je, un autre oui en nous, c'est-à-dire de l'empathie envers ces immigrants-là, il nous faut bien évidemment de la littérature, car en lisant des textes littéraires comme par exemple l'ignorance de Milan Kundera qui parle sur des immigrants, on atteint, comment dirais-je, cette sensation envers l'autrui. Et ma question est adressée à Madame Zakia. J'aimerais juste voir, est-ce que l'immigrant n'est-il pas manipulé? N'est-il pas manipulé par exemple des sociétés qui se trouvent dans l'endroit où il vit, l'endroit dont il est mis par le plus mauvais des hasards. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas manipulé? Pardon, j'ai pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Je vais citer par exemple l'idée de Frantz Fanon à propos du colonisateur et du colonisé. Le colonisé était manipulé par le colonisateur. C'est-à-dire que le colonisateur brise le travail du colonisé pour qu'il puisse le manipuler. Est-ce que vous ne voyez pas que l'immigrant est manipulé par des sociétés au niveau du Maroc? N'est-il pas manipulé? Parce qu'il se trouve dans une situation d'un subalterne. Avec des précarités. Ok, merci. Numéro 5. Oui. Je n'aurais pas besoin peut-être de micro. Pour les gens, Merci, je tiens à remercier tous les intervenants ici. Mais une question directe à propos de... شوفيهم هما Alors ma question c'est en rapport avec vraiment une problématique politique qui n'a pas été soulevée pas dans ce panel, et je pense même c'est que je dirais que pas mal de problématiques ici qui ont été soulevées en rapport avec les immigrés peuvent être aussi valides pour les citoyens marocains. Alors je dirais que la question de citoyenneté dans l'état de droit
est un facteur essentiel pour justement parler des problèmes des émigrés. Plus on pousse la question de l'état de droit et d'être citoyen avec des droits, plus on peut régler la question des émigrés. Alors c'est un facteur que je n'ai pas entendu parler, la dimension politique de ce que vous êtes en train de quoi vous êtes en train de soulever n'a pas été évoqué. Or c'est une question essentiellement politique. Et je n'ai pas entendu parler de cette question-là à travers toute la journée. J'aimerais bien avoir votre réaction. Merci. Ok. Numéro 6. Dani. C'est qui? Voilà. Shabab. مساء الخير لجميع الحضور الأساتذة والطلبة. تحية شكر خالصة للحضور الذين شرفوا هذه الندوة من مختلف الجنسيات: الجزائر، تونس، سويسرا، فرنسا، ولا ننسى الجالية المقيمة بالخارج، الصحفية حسناء بالمكي أيضا زهور كندا. الشكر موصول أيضا للأستاذ المشرف مرزق مصطفى، ولا ننسى هرم السوسيولوجيا أستاذ هرمي هرم إنك يا هرم هرم السوسيولوجيا هرمي الدين. أيضا لا أنسى الشكر الجزيل والموصول للأستاذة زكية والأخ سفيان على مجهوداتهم الجبارة. أيضا لا أنسى الشكر للصحفية التي قدمت لنا مجموعة من الفيديوهات التي تشير على المعاناة التي يعانيها المهاجر الإفريقي. وهنا سأختم مداخلتي بعبارة عن سؤال: هل المعاناة التي يعيشها المهاجر الإفريقي بالمغرب نفسها المعاناة التي يعانيها المهاجر المغربي بالديار الأوروبية؟ وشكرا. Bravo. شكرا. Donc le temps presse. كنشوف الإخوان ديال البوست كافي خصهم يمشيو بحالاتهم خدامين. تعطي كلمة بيل؟ C'est vrai? Bien sûr. شحال المرة؟ 3 fois je l'ai demandé. شحال المرة ديالك؟ Comme ça, oui. Tu n'as pas vu. Oui. Ah donc tu n'as pas pris le numéro? Tu m'as dit oui de la tête. Ah ok. Tu m'as pas donné. Ok Pelle, on l'a mâché. Et voilà. J'ai cru que tu m'avais dit oui de la tête. voyez, tu se t'appelles là, yalla. Ouais, depuis je lève la main. Yalla. Depuis le début. Je m'excuse. J'ai pas de questions particulières à poser. Mais j'ai une espèce de magma qui remonte à la suite de tout ce qui a été dit aujourd'hui, soulevé comme dimension des problèmes. Et j'ai envie de restituer ici quelques questions, pas toutes très pertinentes, mais dont il me paraît qu'elles ont traversé des communications. J'ai grandi, j'ai été éduquée avec l'ES, avec un certain nombre de références, et notamment une référence d'un livre que les Juifs lisent tous les ans à Pâques, qui s'appelle le livre de la sortie d'Égypte. Et depuis tout enfant, il y a une phrase qui n'arrête pas de me travailler, parce que je pense que je n'en ai jamais épuisé le sens. Et cette phrase dit: et tu te souviendras de génération en génération qu'étranger, tu as été en terre d'Égypte, et que l'étranger, c'est toujours aussi toi. Donc, quelle est cette relation que nous avons à la notion du départ, qui est structurant de nos récits religieux les uns et les autres? Il faut partir de quelque part, revenir quelque part. Donc, pour inscrire ça dans une symbolique générale, il me paraît qu'il est important de se poser la question de qui est l'autre, comme disait Edmond Jabès. L'autre, c'est celui qui me permet de savoir qui je suis, moi. Parce que c'est par rapport à l'autre, dans son processus de définition, que j'en arrive aussi à me poser la question de qui est moi au regard de l'autre. Alors, je ne dis pas ça juste pour finir sur une note un peu philosophique. Je le dis parce que ce qui traverse aujourd'hui est finalement quels sont les droits de ces individus que nous définissons, dont je suis, hein, je suis là-dedans, que nous définissons par un certain nombre de termes, et à quoi se rattachent-ils?
qui le revendique? Est-ce que leur statut se définit par rapport à la terre dans laquelle ils sont nés et ils ont envie de venir mourir en général? Et donc, c'est cette terre-là qui définit quels sont leurs droits ici et dans les pays dans lesquels ils résident. En d'autres termes, qui parle en leur nom? Et à quel endroit on parle à leur nom? Dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est que la mobilité est un phénomène permanent et que l'appartenance n'est plus liée de façon automatique au lieu de résidence. Ça me paraît fondamental. Donc la première question que je pose, elle est qui les revendique et qui organise la définition de ces droits dont nous parlait Abdeltif Maroufi, et donc qui les négocie. Donc c'est un État où c'est dans le pays dans lequel ils sont seulement les droits qui leur sont ouverts. Donc voilà, c'est un peu cet aller-retour en permanence entre un lieu d'appartenance, un lieu de référence et d'intégration, et un lieu de mémoire, un lieu d'inscription historique et géographique de quelqu'un dans sa continuité, en dépit du fait qu'un jour, il en est parti. Voilà, merci. Bon, merci Perla. Donc, il nous reste exactement 5 minutes avant de donner le mot de clôture et de clôturer cette journée d'études, la 6e. Donc, je donne aux intervenants 2 minutes chacun et pas plus. 2 minutes de réaction. Pour la première question, donc pour ce qu'on appelle l'organisation qui ressemble à une organisation tribale au sein du mouvement, durant ce qu'on appelle la période du jeûne, j'étais en train de parler avec M. Grenani. Bien évidemment, cette organisation qui est ce qu'on appelle selon les présidents des communautés, qui prend la charge de pacifier et d'organiser l'encampement pour assurer leur pérennité, parce que le but principal pour ces immigrants, de diversité, ce qu'on appelle des nationalités, c'est assurer la pérennité du campement. C'est un abri pour eux. C'est pour cela, par le biais de cette organisation, ils garantissent cette pérennité. Voilà, donc ici, je me tente aussi de creuser cette problématique pour ma mémoire de master. Pour la question de manipulation, c'est bien évidemment parce que tous ces immigrants qui abritent le campement sont en situation qui n'ont pas de papier, sont d'une situation irrégulière. Donc, lors de notre recherche, on a trouvé des immigrants qui travaillent dans ce qu'on appelle des métiers ambivalentes. On a trouvé ce qu'on appelle un immigré qui travaille dans le BNI. Et lorsqu'on a posé ce qu'on appelle combien il gagne, il nous a dit c'est 50 dirhams par jour. Durant de 8h du matin jusqu'à 17h, 18h soir. Donc c'est une sorte de manipulation par la société marocaine envers ces immigrants. Voilà. Merci Zakia. Ah, bref, avant 2 minutes, hein. On n'a même pas fait 2 minutes. Bon, Sofiane, j'espère 1 minute. اللي بغيت نضيف هو انه فعلا كاينه معاناه اللي تحدثنا عليها كاملين واللي قلنا سواء من خلال الفيديو اللي عرضت حسنا ولا من خلال الصور اللي عرضت زكيه ولا من خلال داكشي اللي شرحنا من قبل، ولكن رغم هذا كله كاين المهاجر تحدث عليها صديق كان معنا في نفس البروجي، هو ان هذه الهجره رغم كل شيء رغم المعاناه هي في اخر المطاف تحقق للمهاجر تقوي من شخصيته وتجعله انسان قادر على تحمل يعني مجموعه من الساعات ومجموعه من المشاكل، فبالتالي حتى الهجره رغم ما فيها من الصعاب ورغم ما فيها من الالم الا انه كاين ما هو ايجابي بالنسبه للمهاجر. وكذلك بالنسبه ضروري نرجعوا للاسباب ديال الهجره، فالهجره هي تعبير على الفشل ديال المخططات ديال التنميه وديال البرامج ديال التنميه اللي دات، فبالتالي هذا موضوع كبير بزاف يمكن نناقشوه في يعني شكرا سفيان. Je cède la parole directement. Hasna, 2 minutes. Ça marche.
Alors, pour répondre à la dernière question, est-ce que, suite donc, aux réactions de la population à l'encontre des migrants, un problème, j'avais peur? Alors, je vais vous dire pas du tout. Parce que si j'ai eu peur au tout début, quand j'étais à la rencontre des migrants, ce 15 août 2014, ma peur a disparu parce que déjà on a été agressés ensemble. Donc ça a scellé quelque chose entre nous en fait. Et surtout, c'est que ce qui est terrible, c'est, je vais vous dire, moi j'ai peur des autorités de mon pays. C'est deux dont j'ai peur parce qu'ils me mettent des obstacles et m'empêchent en fait de pouvoir travailler dans des façons, des conditions qui sont normales, quoi. Moi c'est ça, et ça c'est terrible de dire ça en fait. Parce que même, je vous avoue, quand je suis venue ici, je remercie vraiment l'université de m'avoir donné cette occasion de pouvoir nous donner la parole. C'était, voilà, il y avait cette crainte, je ne savais pas du tout comment ça allait être perçu en fait. Voilà. Très bien. Super, merci beaucoup. Pour l'hostilité, rapidement, alors l'hostilité en fait, elle est nourrie par quoi? C'est les autorités, parce que c'est la police en fait qui gère et qui contrôle ces bandes criminelles. Ça, il faut savoir, il y a une association qui s'appelle Shabaka qui d'ailleurs l'avait dit, suite à l'assassinat de Charles-Alphonse Ndour, et même les migrants, enfin, bon, ça se voit. Donc, c'est vrai que ça nourrit la haine, et il y a la presse aussi. Bon, mais c'est toujours pareil, c'est institutionnel. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que depuis plus de 2 ans, je suis à Bucarest, je n'ai pas rencontré un seul journaliste. Et quand je lis la presse, c'est toujours, on parle de confrontation entre migrants et marocains. Et c'est pas du tout ça en fait. Merci. Voilà, et juste un dernier truc, pour un monsieur qui disait la vision du Maroc subsaharien. En fait, il faut savoir que le Maroc a une très bonne image en Afrique noire. Déjà, d'une part, parce qu'il y a beaucoup de Marocains là-bas qui sont chefs d'entreprise, d'ailleurs, sont très bien accueillis, tout ça, bref. Donc, et quand ils arrivent ici, d'ailleurs, ils appellent le Maroc demi-Schengen. Ils sont convaincus que quand ils vont arriver ici, ils pourront même s'établir ici. Moi, j'en connais beaucoup qui étaient venus avec cette idée de pouvoir essayer de faire quelque chose. Et après, c'est vrai que ceux qui sont ici et qui sont dans la souffrance, ils ne racontent pas à ceux qui sont restés au pays ce qu'ils endurent parce qu'eux, ils ont un objectif. C'est tu dois sauver une famille, on a investi sur toi, on a peut-être hypothéqué, je sais pas, un terrain, vendu une maison pour que tu partes en Europe et que tu nous fasses vivre. Donc, ils ne racontent pas ce qui se passe ici. Donc, voilà. Merci. Je vais répondre. 2 minutes. Ce matin, on a parlé un peu de l'intégration citoyenneté. Tout ça, il y avait un exposé. Je pense que le problème de l'intégration, c'est un faux problème. Cette question, elle m'était posée, j'ai vécu 34 ans en Europe. Et je répondais, j'habite une maison, j'habite pas une tente, je voyage en voiture, je voyage pas en chameau. Donc l'intégration, c'est un faux problème parce que mes enfants vont à l'école publique. Donc l'intégration, c'est un faux problème. Je pense s'intégrer où? La société, elle est multiple. Il y a des groupes, des sous-groupes, tout ça. L'intégration, moi je pense que la question qui se pose, c'est la question de la citoyenneté. Comment l'individu peut participer à la vie politique, sociale, économique, culturelle, et que sa culture a une place. Et je peux développer la question de la citoyenneté, mais je me contente de cette réponse. La deuxième chose, moi je trouve qu'il y a une étude qui est récente et elle compte à dire les résultats des 2 étudiants. Parce que actuellement, ils ont fait une étude, j'en ai parlé ce matin, elle était faite par Corrad, qui s'appelle l'immigration subsaharienne au Maroc, problème de la résidence. 65% des interrogés, ils disent qu'ils veulent rester au Maroc, ils sont venus avec l'idée de résider au Maroc. Sur 31% qui disent qu'ils veulent le Maroc comme pays de transit. 1%, ils n'ont pas de réponse. Pour la question du logement, 58% des subsahariens, ils logent dans des appartements. Uniquement 0,011% qui logent dans les bidonvilles, ce qu'on appelle. Il y a 3,4% qui sont dans un logement précaire, c'est-à-dire qu'ils sont sans logement. Donc, on a une idée que les Africains, c'est ça. Il y a une autre conception des Africains, et je pense qu'on voit que le côté misérabiliste des Africains. Moi, je pense qu'il faut considérer l'immigration africaine ici au Maroc, c'est une richesse.
Et il faut en profiter, leur donner les moyens pour qu'ils se développent, ils s'intègrent et ils deviennent des citoyens. Jusqu'à présent, le Maroc, il a appliqué ce qu'on appelle la politique des étrangers. Les Français qui ont vécu ici pendant 40, 50 ans, les Italiens, les Espagnols, on les considère toujours comme des étrangers. Même les binationaux à l'époque qui avaient un père qui était pas marocain, les considéraient comme des étrangers. Il fallait qu'ils se présentent pour avoir une carte d'identité. Moi je pense qu'il faut avoir une politique de citoyenneté, d'intégrer l'ensemble des composantes de cette société. Il faut penser la société au pluriel. Merci. Donc ça tombe bien pour rappeler que la thématique de la citoyenneté, ça a été notre intitulé de la première rencontre, c'était en 2011. Et chaque année, c'est pas par défaut, on essaye de trouver les autres thématiques qu'on doit aborder ensemble. L'intitulé cette année, c'était les droits sociaux. Mais je rappelle que la citoyenneté, c'était la thématique de la première rencontre. Donc, quand le bébé est né, c'était en 2011. Maintenant, le bébé a grandi. Il cherche d'autres problèmes à régler. Deuxième chose, c'est que, bien sûr, sont liés. Et notre ami suisse, il a abordé la question de la citoyenneté. Deuxième chose, je voudrais bien, et ça intéresse notre journaliste, moi, je dis que la violence contre les subsahariens et contre les subsahariens n'est pas institutionnalisée. La preuve, c'est que les subsahariens se trouvent dans tout le Maroc, mais la violence contre les migrants, que ce soit subsahariens ou ailleurs, je rappelle qu'ils sont surtout sur les frontières. Que ce soit la frontière de Lampedusa, que ce soit sur Tarifa, que ce soit sur Pas-de-Calais, que ce soit sur Tanger, que ce soit sur Nador. Ça, c'est normal. Parce que... Non, attendez, je ne dis pas que c'est... Non, moi je mets... Maintenant, on vous a écouté. Là, donc, voilà, je fais maintenant le mot de clôture. Je dis que c'est pas, je défends pas la violence. Je dis que le mot, que la violence contre les immigrés au Maroc n'est pas institutionnalisée. Et même contre les Marocains, le dernier rapport de l'AMDH, noir sur blanc, que le Maroc vit la transition démocratique dans leur douceur. Ceci dit, qu'il y a toujours des problèmes liés à la violence contre les manifestants, et contre les citoyens, contre les femmes, contre les jeunes diplômés, contre les étudiants, contre les enfants, tout le monde. Mais l'existence d'un mouvement associatif digne de son nom, de combat de chaque jour de droits de l'homme, a empêché cette institutionnalisation qui nous rappelle les années de plan. Merci. Et notre rendez-vous, ça sera l'année prochaine, au même moment, au même endroit. Je vous aime. Et je vous dis des cafés, des attentes, des gâteaux. Mais avant tout, une photo. Ah ouais.